Excellent. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde qui nous réunit aujourd'hui autour de l'ouvrage En toute collégialité, chronique d'une aventure syndicale universitaire, ouvrage coécrit par Louis-Philippe Lampron, professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université Laval, et Simon Vivier, professeur titulaire à l'école de counseling et d'orientation de l'Université Laval. Je m'appelle Noliwe Delanon, professeure à la faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, et j'aurai le plaisir aujourd'hui d'être votre animatrice de ce panel. Si vous me le permettez, avant de présenter nos panélistes aujourd'hui et de leur donner la parole, j'aimerais faire une brève mise en contexte sur la parution de cet ouvrage. Un ouvrage qui donc fait un retour d'expérience sur une grève qui s'est déroulée, une grève des professeurs et professeurs de l'Université Laval à l'hiver 2023. Et donc, je dirais que c'est une grève qui s'est avérée historique à plusieurs égards. D'abord, par sa durée, donc dans le contexte de l'Université Laval, 39 jours si on en inclut la semaine de relâche qui a occupé un rôle particulier dans la stratégie de mobilisation. Elle a été également historique par son ampleur en termes de mobilisation, et c'est à mettre en regard avec la logique de non contraignante qui a présidé à l'élaboration de la stratégie de mobilisation. Elle a été également historique par l'écho qu'elle a obtenu au Québec et au Canada, dans un contexte où il y avait une dizaine de négociations de conventions collectives en cours ou à venir. Et donc, ça a été fortement surveillé, observé, et de par le retour de nombreuses personnes en milieu syndical dans le monde universitaire, ça a eu un impact sur leur propre mobilisation et leur propre négociation plus largement. Et enfin, je dirais que c'est une mobilisation qui a été historique finalement par l'ambition de cette grève qui était un changement de paradigme. Alors, à la lumière de ces éléments-là, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un retour sur la lecture critique que nos panélistes en ont faite, ont fait de cet ouvrage, et donc les réflexions qu'ils et elles peuvent nous offrir. Je vais y aller par ordre alphabétique. Donc, je vais commencer par présenter Dalia Gisèle Di Fecto, qui est professeure titulaire à l'école de relations industrielles de l'Université de Montréal et directrice du CRINT, qui est le centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail. Ces recherches documentent dans quelle mesure le droit du travail parvient à redresser les inégalités dans les rapports de travail. Et au cours des dernières années, Dalia a notamment siégé sur le comité d'experts sur les normes du travail fédéral moderne et sur le comité d'experts chargé d'analyser le recours en matière de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle au travail. Nous avons également ici Éric Gingras, qui est à la base enseignant au primaire de formation. De 1996 à 2004, il a travaillé auprès de clientèles défavorisées et pluriethniques à Montréal et à Longueuil. Depuis juin 2021, il occupe les fonctions de président de la Centrale des syndicats du Québec. Et Éric Gingras est également l'auteur d'un ouvrage paru chez Somme Toute, encore Somme Toute, 2021, intitulé « Plaidoyer pour un syndicalisme actuel, changer pour s'adapter ». Dans ce livre, il s'intéresse notamment aux pratiques des organisations syndicales et aux changements nécessaires afin qu'elles puissent s'adapter aux nouvelles attentes des membres. Et finalement, tout à ma gauche, Michel Lacroix, qui a été, et là c'est lui qui parle, emballeur au Métro Paquette, joueur à génie en herbe, étudiant endetté, jeune chercheur enthousiasmé par la théorie et l'écriture d'articles savants. Il est aujourd'hui professeur à l'Université du Québec à Montréal, fait partie du collectif de rédaction de la vie littéraire au Québec et a été président du syndicat des profs de l'UQAM. Il a également été très présent durant la grève dont il est question. Alors, merci beaucoup à vous d'avoir accepté cette invitation, et sans plus tarder, je vais vous inviter à nous offrir vos réflexions critiques sur cet ouvrage. Et donc, je vais commencer ici par Éric Gingras. C'est moi qui commence. Merci de l'invitation. C'est certain que j'ai pas pu faire autrement que faire des liens, faire des parallèles avec ce qu'on a vécu dans le secteur public. Une grosse partie des membres de la centrale, de la CSQ, sont des collègues du réseau scolaire, notamment enseignement supérieur, la santé. Donc, vraiment très présent dans les négociations du secteur public qui a eu lieu maintenant il y a presque 1 an et demi, 2 ans de ça. Donc, beaucoup d'éléments.
Euh, je dirais que peut-être l'élément le plus... Quand je lisais ça, il y a plein de choses que je trouvais intéressantes. Je voyais tout le travail qui a été fait sur le terrain, mais comme président d'une centrale, je me disais, OK, mais comment reproduire ça dans quelque chose de plus grand, dans des plus grandes structures, notamment dans le secteur public? Je ne pouvais pas faire autrement. Fait que ça, je dirais que, et là, on va faire attention aux termes qu'on utilise, là, je ne parle pas de critique, mais davantage de transposer, de la capacité à transposer différents éléments, je dirais que tout au long du livre, je me voyais être en mesure ou pas de transposer des éléments. Donc ça, c'est peut-être, je dirais, la chose la plus difficile. N'empêche, je pense qu'à la lecture de ça, ça nous met à réfléchir. Puis, c'est un peu la première chose, d'ailleurs, ça a été nommé, là, oui, avant même d'être président de la centrale, oui, j'ai participé à la rédaction du livre qui a été nommé tantôt aussi avec Somme Toute, mais c'était l'idée de réfléchir. Et je pense que moi, ce que j'ai remarqué là-dedans, au départ, c'est ce dont on parle. Les collègues nous disent, on a voulu penser à faire les choses autrement. Et ça, je dirais que c'est bien souvent la formule de base dans le monde syndical qui n'est pas assez nommée. Puis pourtant, et c'est vrai dans les grandes organisations là, du secteur public, après chacune des rondes de négociation, on fait des comptes rendus, on fait des retours sur la mobilisation, on fait un état des lieux, on fait un debriefing. Après ça, on va même voir les membres, on fait un document. Après ça, on repart une nouvelle ronde de négo. Sans dire qu'on les a mis de côté, bien souvent, on ne prend pas le temps d'amener cette réflexion-là. Qu'est-ce qu'on fait différemment? Puis souvent, on dit, ben non, on fait telle affaire, ça a fonctionné. Donc, ça va alors que c'est pas vrai. Alors, moi, la première chose que je vois là-dedans, c'est l'idée, justement, de se questionner. Rapidement, 2 éléments, puis on pourra après ça en discuter parce qu'on va me montrer des chiffres comme quoi je parle trop. Puis je vais laisser de la place aux collègues, mais les 2 éléments qui m'ont marqué, c'est vraiment l'idée, dès le départ, d'être autre chose que des négociateurs de conventions collectives, d'être autre chose que ce que j'appelle tout le temps un gros bureau d'avocats. Parce que c'est ça le danger des organisations syndicales. Bon, il y en a qui appellent ça des bureaux d'assurance, là. Mais je vous dirais que bureau d'avocat, bureau de grande compagnie d'assurance qui dit je vais être là si c'est un problème, puis je vais savoir. Oui, mais et ce sont des éléments qu'on aborde là-dedans. C'est dire avant la négociation, comment je suis capable de mobiliser et de faire participer, ce qui va nous amener plus tard à une mobilisation. Mais il va falloir avant tout montrer que c'est plus que ça. Parce que si c'est juste ça, et qu'après ça, 50% des appels que le syndicat reçoit, c'est « Ouais, mais l'employeur a un droit de gérance », tu ne mobilises pas beaucoup avec un droit de gérance. Mais ça, c'est des réponses factuelles de convention collective. Alors que la mobilisation, ce qu'est un syndicat, ce qu'il fait, etc., ça, c'est intéressant. Deuxième élément, comme je dis tantôt, là, dans la discussion, j'imagine qu'on pourrait y revenir, là, mais deuxième élément, c'est vraiment les communications. Et on voit là-dedans, je disais, il y a des trucs qu'on ne peut pas reproduire si on n'est pas dans un milieu bien encadré comme l'Université Laval, mais l'idée de se questionner sur il faut faire les choses différemment, il faut interpeller notre monde différemment. C'est pas juste en assemblée générale qu'on le fait. Ça, c'est fondamental. Puis là-dessus, je termine. Et le parallèle est grand avec ce qu'a fait le Front commun. C'est-à-dire tant à travers ses propres membres que le message à véhiculer dans l'espace public ou aux bonnes personnes. Qui dit espace public dit souvent employeur. Parce que quand tu t'adresses dans l'espace public, tu t'adresses à l'employeur, clairement. Et ça aussi, là, ça m'a beaucoup interpellé. Il y a des éléments là-dessus que je dirais que n'importe quelle organisation gagnera à mettre de l'avant. Donc, je vais arrêter là pour l'instant. T'as-tu vu? Ça, il y a de l'expérience. Merci beaucoup. Je vais passer à Delia. Merci beaucoup, Nani. Oui, merci, Eric. Ça fait des liens avec ce que je veux vous partager aussi. Merci beaucoup aux collègues de m'avoir proposé de me joindre. Comme je l'ai dit en blague, c'est rare qu'en pleine session, on a le temps de lire un livre au complet à la vitesse où je l'ai lu. Alors, merci pour ça. Franchement, c'est une lecture
qui est pour moi un peu un reflet d'un journal d'une mobilisation collective. Puis en plus, la langue à l'image des deux auteurs est très colorée. Alors, toute personne née dans les années 70-80 va reconnaître un répertoire cinématographique autour de Goldorak, Star Wars et Ghostbusters. Et tous ceux qui aiment le Canadien de Montréal vont être très satisfaits des métaphores, j'en suis. Alors, pourquoi je dis que c'est un journal de mobilisation collective? Parce que tout au long de ma lecture, je ne pouvais pas faire autrement que de penser que je l'ai apporté au livre de Labor Notes. Donc, Labor Notes, c'est quoi? C'est une association qui a émergé dans les années 70, fin des années 70, et qui visait à réfléchir au renouveau syndical dans un contexte de crise du syndicalisme. Comment on peut s'arranger pour mobiliser, pour organiser, pour que le syndicalisme puisse maintenir sa pertinence tant comme vecteur de transformation des milieux de travail que de vecteur de transformation sociale. Et une autrice qui a beaucoup réfléchi à la question du renouveau syndical qui est au cœur du développement de Labor Notes, qui s'appelle Jane McAlevey, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut tendre vers un syndicalisme de transformation sociale. Et je trouve que ce qui est exprimé dans cette expérience-là, c'est le reflet d'un syndicalisme de transformation sociale. Pourquoi? Parce que, justement, on vise à essayer de justement combler le problème du manque de relève. On manque de relève dans le mouvement syndical, on en parle souvent. Et comment on fait pour la générer, cette relève-là, pour fédérer une nouvelle génération ou de nouvelles personnes? C'est pas juste une question d'âge, mais c'est aussi des groupes qui, historiquement, ont été moins tentés vers l'aventure du syndicalisme. Donc, cette question-là, comment on pallie à l'indifférence des membres? C'est quoi les stratégies sur le plan d'organisation collective pour pallier à une forme vécue d'indifférence des membres? Et qu'on parle de communication, il me semble qu'il y a là-dedans beaucoup d'exemples qui permettent justement à créer un sentiment rassembleur et de passer de l'indifférence vers carrément l'investissement de personnes qui traditionnellement ne seraient pas portées vers la chose syndicale. Puis la dernière chose, puis il me semble que ça aussi, moi je suis juriste de formation, donc je fais mon trigger warning tout de suite, c'est que justement, on contourne cette idée qu'une convention collective, c'est juste un ramassis de normes et de droits, mais que ça va au-delà de ça et on veut essayer justement d'aller au-delà de cette espèce de repli qui a été pris dans les dernières décennies d'une forte judiciarisation, de même juridicisation, là, parce que c'est peut-être deux phénomènes différents des relations de travail. Donc, l'action collective qui va au-delà de la simple négociation collective, de la simple négociation d'une convention collective. Ben moi, j'ai suivi le conflit à l'Université Laval de loin, mais ce livre-là en est pour moi le reflet absolument absolu. C'est une lecture vraiment aussi qui permet de comprendre, puis ça, on avait pu le lire quand on s'est intéressé au conflit à l'Université Laval dans les produits de communication qui étaient produits par l'exécutif, mais comment on structure des revendications? Alors, souvent, ce qu'on voit, c'est des grandes listes d'épiceries de revendications, on a 152 revendications, puis après ça, on va nous demander de les prioriser. OK, mais c'est quoi, comment tu priorises ça? Alors que c'est une structuration qui a été faite par piliers. Il me semble aussi qu'il y a quelque chose de très porteur et qui permet justement de contourner cette espèce d'impression que l'association syndicale, ce qu'elle est, c'est un fournisseur de services essentiellement juridiques ou autres, ou juste un générateur d'une négociation d'une convention collective qu'on va appliquer pendant 4, 5, 6 ans, mais que ça va au-delà de ça, que comment finalement on organise la mobilisation au-delà, je dirais, du simple fait d'obtenir une augmentation de salaire ou de certaines conditions de travail, mais c'est quoi les conditions pour changer nos conditions de travail? C'est quoi les conditions que ça prend pour les améliorer concrètement, nos conditions de travail? C'est quoi dans les faits une condition de travail? Donc, quand on parle de collégialité, on ne penserait pas automatiquement à l'université à associer ça à une condition de travail, alors que dans les faits, les matérialisations concrètes de la collégialité deviennent des conditions de l'exercice du travail de prof d'université ou même, je dirais plus largement, de différents acteurs dans le milieu universitaire. La dernière chose que je veux dire, je vais regarder mes autres points, peut-être sur les petites limites de la transposition de cette expérience-là à d'autres contextes pour la période d'échange. Mais pour moi, l'autre élément qui est ressorti très fort, c'est que souvent, les assemblées générales, c'est des moments d'expression démocratique formelle. On vote, on prend des décisions, il y a une possibilité d'échanger. Donc, c'est des moments d'expression démocratique, mais comment faire aussi des moments où se cristallise une forme d'action politique? Comment faire de ces assemblées des moments politiques au sens, moi, je suis très associée à la façon que John Dewey le conçoit. Donc, comment on crée une communauté politique et comment on fait, même des instances formelles, des moments d'action politique. Et pour moi, il y a là, dans le récit de ces votes de grève ou de ces moments d'assemblée, quelque chose qui parle justement très fortement de comment on conçoit dans l'action collective les besoins qu'il y ait une action politique. Je vais m'arrêter ici, puis on reviendra sur d'autres éléments après. Merci.
Wow, merci beaucoup, Dalia. C'est des 5 minutes top chrono également. Michel, Je vais essayer de respecter moi aussi le temps. Je vais souligner quelques éléments. Je glisse rapidement que j'étais effectivement président par intérim de la Fédération québécoise des profs quand la grève a eu lieu. Donc, on l'a suivi de très près. Puis, je pourrais en dire un mot parce qu'effectivement, ça a été la locomotive, je dirais, du mouvement syndical chez les profs d'université. Puis, c'était vraiment marquant sur ce plan-là. Donc, parmi les éléments que je voulais souligner, c'est la question de la collégialité, telle qu'elle est abordée dans l'ouvrage et défendue. Moi, je suis héritier de la tradition du SPUC, le syndicat des profs à l'Université du Québec à Montréal. Puis, la collégialité, chez nous, c'est vraiment vu comme un idéal qui mélange l'histoire de la collégialité dans le monde universitaire, c'est-à-dire les profs ont leur mot à dire sur comment on crée un programme, comment on définit les cours, ainsi de suite, comment on embauche. C'est les profs qui embauchent leurs collègues, c'est pas l'administration qui l'embauche directement, ainsi de suite. Et la tradition de socialisme autogestionnaire qui a été importante dans les années 60-70. Donc, il y a eu comme un mélange des deux qui est notre héritage. Puis, je vois des échos forts de ça dans le texte, de l'idéal qui en a rejailli, puis qui, pour moi, est quelque chose qui devrait être nettement plus important au-delà des syndicats de profs. Cette idée s'est exprimée. Cet essai tente donc de penser plus largement à la réappropriation des institutions publiques par les travailleurs et travailleuses. Puis donc, l'idée que toute travailleuse, tout travailleur devrait avoir son mot à dire sur l'organisation du travail. Pour moi, c'est ça l'idéal de la collégialité et qui découle du fait qu'il y a un savoir, il y a des connaissances concrètes qui émergent du travail humain. Puis, je suis extrêmement triste et désolé de voir que ça n'a pas lieu, par exemple, dans le monde de la santé. Puis pour moi, c'est un des graves problèmes du système lui-même que d'être justement dans la structure top-down, puis à chaque fois des gens qui essaient de repenser le modèle, mais qui ne sont pas sur le plancher des bâches en train de voir les conséquences concrètes de la chose. Puis pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Puis il me semble qu'on devrait essayer de voir comment utiliser les conventions collectives pour permettre d'intégrer cette chose-là, puis voir comment les forces de la convention collective permettent d'obtenir des gains qui sont plus larges que justement des salaires ou d'autres éléments. Ce qui a été une victoire pour nous au SPUC, c'est que la structure de l'université, elle est dans notre convention. Donc, il faut la négocier. À chaque convention collective, s'ils veulent changer la structure de l'université, il faut qu'ils obtiennent l'assentiment de 50% plus 1 des profs. Ce qui ne va pas de soi. Puis, il faut que l'exécutif soit d'accord pour soumettre à l'Assemblée des professeurs la proposition de l'organisation de l'université. Donc, ça a vraiment été une victoire dont je pense que les patrons n'avaient pas vu l'importance à l'époque. Puis, ça a pris une longue grève en 1976-77 pour le garder, mais ça, c'est quelque chose de crucial. Donc, la collégialité, pour moi, c'est quelque chose qui va bien au-delà des comités paritaires ou des choses de ce type-là, mais pour être de l'ordre de l'implication active du syndicat et des travailleurs et travailleuses dans la construction de leur travail. Ça va de pair aussi avec l'autre aspect qui est l'idée de multiplier les fronts, puis d'aller vers un syndicalisme du bien commun. Puis ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important et crucial. Puis le modèle que j'ai, moi, c'est les profs de Chicago qui ont essayé d'obtenir par le biais de leur convention des éléments qui touchaient à la ville de façon plus générale. Puis, pour moi, une des idées qui avait été soulevée, mais on n'a pas eu le temps de la mettre en application, c'est pourquoi est-ce qu'on ne négocierait pas des logements pour les étudiants quand on négocie avec l'administration, puisque c'est important pour nous d'avoir des étudiants, puis qu'ils soient bien logés, puis qu'ils ne dépensent pas tout leur argent pour ça. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Puis, je glisse plus rapidement sur le style, parce que je reviendrai là-dessus, mais il y a quelque chose de très crucial qui touche à l'humour et qui va plus au-delà. Puis, je les qualifierais presque de léniniste. J'y reviendrai, je lance ça, puis on verra comment on revient à cet aspect-là dans le cours des discussions.
Merci infiniment pour ce premier tour de parole. Pour la suite des choses, on a une quinzaine de minutes pour poursuivre les échanges en dialogue. J'aimerais vous poser une première question. Donc, il y a quelque chose d'abord qui est très important dans l'ouvrage et qui traverse aussi vos premières interventions autour de la revitalisation de la vie et de l'action syndicale. Et j'aimerais vous entendre peut-être sur ce qui est partagé dans l'ouvrage vous inspire comme réflexion. Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez nécessaire de nuancer, d'interroger. Donc voilà, vous n'avez pas vraiment eu le temps de finir sur votre propre première lancée. Donc, on peut reprendre le même tour de parole, Eric? Oui, mais ça va me permettre de faire du pouce avec ce que le collègue disait sur les aspects de bien commun. Parce que moi, je veux revenir là-dessus. Ça a été la force qui nous a menés à la mobilisation dans ce qui est proposé. C'est-à-dire qu'on a, c'est pas un hasard, on a conçu le fait de dire non, si on veut être capable de mobiliser, il faut être en mesure de parler d'autres choses. Il faut montrer que notre bataille est plus grande qu'une simple convention collective, un simple contrat de travail. Puis ça, je pense que c'est fondamental parce que justement, c'est, je pense, un juste retour des choses, le retour du balancier. Au tournant des années 2000, on a vraiment vu dans le monde syndical une espèce de se recroqueviller sur soi-même et de devenir des négociateurs de conventions collectives. C'était vraiment comme ça qu'on le voyait. On a eu tellement de défaites. On a juste à penser, là, c'est vrai dans le secteur public, puis c'est vrai ailleurs. Ça a été démontré. Puis on voit vraiment qu'au tournant des années 2000, on a vu poindre les syndicats indépendants un peu partout qui ont quitté les organisations décentrales, formé des organisations indépendantes pour se dire non, on va parler de nous. On va parler de nous. Puis autant que possible, pas des autres. Et ça, c'était vraiment une façon de voir. Pourquoi? Quand on gratte, il y a tellement eu de défaites, il y a tellement eu de recul dans les années 90, il y a tellement eu de moments où le syndicalisme a dû sauver les meubles qu'il fallait être capable de montrer minimalement quelques victoires, puis ça a donné ça. Mais ce que vous proposez, c'est ce qu'on vit un peu ou ce qu'on a vécu les dernières années, puis on espère continuer à le vivre. C'est ça, cette idée-là de dire que pour se mobiliser, il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait, dans ce cas-ci, le bien commun, mais une idée qu'au-delà de la convention collective, je peux continuer à me battre pour améliorer mon travail, mais tout ce qui est autour, la société en général. Moi, je regarde, par exemple, le personnel qu'on représente chez nous, en éducation notamment, de la petite enfance à l'élément supérieur. On ne pense plus que le travail doit se faire aux 5 ans ou aux 3 ans. Il doit se faire à tous les jours sur toutes les ficelles qu'on peut tirer autres qu'une négociation de convention. Puis moi, je trouve que c'est fondamental. Je ne pense pas que si vous n'aviez pas eu cette idée-là dès le départ, ça n'aurait pas donné la mobilisation. Je parle juste en fait de mobilisation. Je ne parle pas des autres éléments qui sont tantôt de l'ordre de la stratégie des communications, etc., mais vraiment de l'aspect d'amener les gens. Parce qu'à un moment donné, puis j'ai fait une boutade tantôt, mais à un moment donné, il faut donner l'opportunité de dire qu'une bataille est bonne à faire au-delà d'un contrat de travail, mais ça dit aussi qu'elle ne sera pas terminée avec le contrat de travail. Puis ça, si tu ne veux pas amener les gens à être défaits après parce que tu n'as jamais tout ce que tu veux, ben, tu ne vois pas la négociation comme une fin. Je vais arrêter, là, je suis en train de prendre tout votre temps, mais il ne faut pas voir la négociation d'un contrat de travail comme une fin en soi, parce que là, la mobilisation est suivra. Donc, moi, je pense que ça, c'est fondamental dans ce que vous avez présenté. Je vous avoue que j'avais suivi de quand même assez loin, mais j'en ai appris beaucoup et j'ai pu voir que, justement, on voit que ces éléments-là, ces ingrédients-là, nous permettent d'avancer. Je vais laisser mes collègues. Dalia? Moi, très rapidement, parce que moi, j'allais toucher un peu la question du renouveau syndical dont on pourrait parler pendant 3 jours. On en parle dans notre domaine tout le temps. On en parle tellement que des fois, on est un peu tanné d'en parler. Là. Mais moi, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est, juste pour faire écho à ce qu'Éric disait, c'est que toute la question de l'organisation de la mobilisation. Puis ça, je trouve que cette organisation de la mobilisation en amont du vote de grève,
permet probablement, après ça, c'est l'épreuve du temps qui va sûrement le dire, puis il faudrait peut-être faire une étude empirique dans 5 ans pour l'enquêter, mais comment l'organisation de la mobilisation en amont du vote de grève permet justement de rester mobilisé au-delà de la phase de négociation de la convention collective. Puis je trouve que ce que ça révèle beaucoup, c'est que souvent, dans les stratégies syndicales qui sont développées, le vote de grève, et c'est dit dans le livre, là, et c'est la menace. On compte sur la menace pour faire débloquer la négo. Cette menace-là fait en sorte qu'on va avoir un certain nombre d'astres qui vont s'enligner, qui vont faire avancer la négo. Mais ça ne marche pas tout le temps comme ça. Et surtout, de compter juste là-dessus, probablement, c'est une hypothèse que j'aimais, de miser juste là-dessus, ne permettra pas, à moyen terme ou après que la négo soit terminée, qu'on dispose d'une convention collective, de maintenir la mobilisation qui est requise pour la faire vivre, la convention collective, surtout quand les gains qu'on a obtenus, c'est des gains essentiellement, pas essentiellement, parce que vous avez eu d'autres gains, mais des gains intéressants dans la réalité de l'Université Laval sur le plan normatif, au niveau de, et là, c'est bien expliqué, la dernière partie du livre est très intéressante là-dessus, sur comment on fait vivre les gains qu'on a obtenus au-delà de la signature de la négo. Et ça aussi, je pense qu'il faut revenir à comment on organise, on structure la mobilisation en amont, dans les premières étapes, peut-être de la négo ou en amont d'un vote de grève. Mais l'autre élément que je veux ressortir, puis je ne suis pas capable de m'empêcher, c'est il y a la question de la transposition. Je pense que ça, il faut en parler dans d'autres contextes. Et là, je pense qu'on fait face présentement, puis je ne peux pas m'empêcher d'en parler, à un écosystème très changeant sur le plan de l'encadrement des rapports collectifs de travail. On a un projet de loi présentement qui est sous étude, qui va énormément changer comment on peut faire la grève au Québec. Et honnêtement, je pense que l'Université Laval n'aurait pas pu mobiliser la même stratégie si le projet de loi 89 qui est en discussion présentement avait été adopté dans sa forme actuelle. On pourra y revenir tantôt sur les détails. L'autre élément, je ne peux pas m'empêcher, je ne suis pas une spécialiste du secteur public, mon collègue François Bolduc est là et Éric encore plus que moi, évidemment, mais toute la structure de la négociation collective dans le secteur public, l'hypercentralisation d'établissements qui ont tellement des réalités complètement hétérogènes, font en sorte que des fois, répliquer des stratégies dans un contexte, puis là, je ne veux pas, mais quand même, où le membership compose avec quand même des réalités un peu plus homogènes quand même, il faut le dire, que dans un contexte de secteur public hyper centralisé, des établissements où les réalités sont complètement différentes entre un CHSLD, un hôpital. Je veux dire, c'est pas la même réalité. Même chose pour une école située dans une région éloignée versus un centre avec un indice 10 de pauvreté à Montréal. On n'est pas du tout dans la même réalité. Donc ça, je pense qu'il y a une question à se poser. Par exemple, comment cette transposition-là peut s'opérer dans un contexte de cadre régulatoire de la négociation collective et plus largement des rapports collectifs, qui est en énorme transformation présentement. Mais je pense qu'on a là assez d'outils justement pour voir venir. Parce que je pense que là, il va y avoir des grands changements qui vont s'opérer et il va falloir justement repenser cette façon de penser l'organisation collective à l'aune des changements, notamment dans le secteur public, mais aussi dans tous les secteurs avec le projet de loi 89. Mais je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Je continuerai peut-être dans cette veine parce que une des choses qui est frappante dans l'ouvrage, c'est toute la question des aspects horizontaux puis verticaux des processus de décision, puis de la dynamique que ça peut créer. Donc, évidemment, dans une structure plus large, c'est plus compliqué encore tout ça. Puis déjà, à un faible niveau qui est celui de la fédération, moi, je pouvais le constater, être sur l'exécutif d'une fédération, c'est pas la même chose parce qu'on ne voit pas aussi fréquemment les gens, puis donc on ne sait pas exactement comment ajuster notre discours. Est-ce que jusqu'où on peut aller exactement alors qu'avec, par exemple, les portes de l'UQAM, je pouvais savoir là, que ça, c'est la tonalité moyenne. Donc là, si je veux vraiment dire que je suis fâché, je peux aller jusque-là. Mais dans un autre cadre, c'est moins évident. Est-ce que je vais avoir l'air éluberlu ou non si j'emprunte ce ton versus cet autre ton. Puis, c'est dans le renouvellement de la mobilisation syndicale. Bon, c'est un travail incessant, c'est un travail de Sisyphe, là. Je pense qu'il faut le dire, mais savoir qu'on doit lutter contre sa propre bureaucratisation, je pense que c'est l'élément important parce que ça devient trop facile comment dire,
normal de céder à ceci, y compris dans ses propres discours, puis se mettre à répéter des choses qui ont fonctionné la fois d'avant ou le conseil syndical d'avant. Puis ça, c'est le danger de l'ossification du langage. Puis ça me ramène un peu au style, mais je vais le laisser pour plus tard. Là, au contraire, ça sentait la volonté de remettre les choses à neuf à plusieurs niveaux, même y compris celui qui... On n'aurait pas vu ça jadis, là, des smileys dans un ouvrage syndical. C'est pas si fréquent. Donc, ça dénote quelque chose comme un rapport au langage, un rapport à la personne à qui on s'adresse, qui est sur un plan d'égalité puis de connivence. Puis ça, je crois, on en a vraiment besoin dans le monde syndical. Mais plus les structures sont larges, plus c'est difficile, mais plus c'est nécessaire de parvenir à avoir un lien. Puis là, ça mène aussi à l'intersyndicalisme. Puis c'est une autre des forces de l'ouvrage, de bien concevoir que ça touche les assos étudiantes, ça touche le syndicat des chargés de cours, ça touche le syndicat des employés de soutien. Donc, c'est pas exactement la même chose que dans une centrale ou dans un front commun, mais avoir une perspective qui va dans cette direction, qui essaie de se dire, mais comment éviter d'être corporatiste, puis de voir que mes gains sont au détriment, par exemple, des étudiants, puis il faut surtout rien céder. Donc ça, c'est quelque chose. Puis souvent, par exemple, au SPUX, on nous reprochait au syndicat de trop aimer les étudiants. Puis je trouvais que c'était un bon reproche. Ça veut dire que c'est ce que les collègues pensent, ça veut dire qu'on n'est pas corpo. Ça veut dire qu'on essaie de trouver un moyen d'avoir une zone d'entente pour que ça ne devienne pas des adversaires des professeurs, pour qu'on essaie de construire ensemble une conception de l'université. Ça ne va pas toujours de soi, parce que dans d'autres contextes, c'est plus conflictuel ou plus divisif, mais je pense que ça, c'est une démarche, puis un idéal qu'on doit maintenir tant bien que mal. Écoutez, il nous reste quelques minutes, donc je vais vous inviter peut-être à une réaction assez concise. J'étais en train de réfléchir à la question que je voudrais vous poser parce que j'avais envie de réfléchir sur 1000 choses, mais je vais laisser après le public poser ses questions. Mais je voudrais peut-être vous entendre pour finir sur le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, Dalia, tu parlais tout à l'heure du projet de loi 89, de tout ce qui s'en vient, les attaques au milieu de travail. Et plus largement, en fait, une des questions qui est importante dans cet ouvrage, c'est la question de la démocratisation des milieux de travail plus largement. Et donc, dans le contexte actuel, les attaques contre la démocratie et puis plus largement contre les milieux de travail, qu'est-ce que vous auriez envie de partager comme peut-être réflexion conclusive sur l'action syndicale dans ce contexte-là et plus largement d'attaque contre la démocratie? C'est certain qu'on est dans une période, là, ça a été nommé avec des projets de loi, on va venir changer les rapports de force, l'équilibre. Par contre, un des éléments qui est fort important, puis j'en ai parlé dans mon 5 minutes d'introduction, et que ça, il n'y a pas un projet de loi qui va être capable de s'immiscer là-dedans. Et quand vous abordez la question de la transparence, de l'info, et ça, il y aura n'importe quel projet de loi qui va s'immiscer, qui va modifier notre rapport de force, qui va modifier l'équilibre. Mais si on est transparent, on explique les choses, autant nos membres vont embarquer que les gens qu'on a besoin d'avoir, nous, je vais dire la population, mais tout dépendant de la négociation, ça peut être autre chose. Ça peut être même des employeurs, ça peut être des patrons, ça peut être d'autres cadres, ça peut être d'autres universités. Mais alors, ça, c'est... Je dirais pas qu'avant, là, je vous mets avant et après, je ne sais pas quand est-ce que je le fixe, là, mais disons que c'est plus dans la norme aujourd'hui de garder cette espèce de secret syndical le plus longtemps possible. De garder cette espèce d'idée de dire non. Puis on l'a vécu, là, on le vit souvent dans les fins de négociation, cette idée-là. Puis pour toutes sortes de raisons, oui, ça se fait encore, mais ça se fait moins. Mais ça, je pense que... Parce que si tu veux que les gens embarquent cette transparence-là au fur et à mesure de la progression et se dire dès le départ qu'on ne va pas se faire ces accords secrets-là, moi, juste comme expertise du Front commun, c'est ce qui a permis au Front commun de rester ensemble, tout ce qui n'avait pas été fait depuis 40 ans là, au Québec.
c'est cet aspect-là de dire, on va commencer à être transparent entre nous. Déjà, ça va être quelque chose. Et de ne pas essayer à la dernière minute, à minuit-1, de faire ce dernier deal pour montrer que nous sommes... Mais cette transparence-là. Et cette transparence-là, mais je pense qu'encore qu'on a quelque chose à faire, puis vous nous montrez l'importance de la transparence là-dedans. À la fin aussi. Donc, et même dans cette mobilisation-là, après la négociation, moi, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là pour contrer, justement, ce retour au déséquilibre pour les organisations syndicales. Parce que ça a été nous, on l'a démontré dans les 2-3 dernières années de négociation, où quand on dit aux gens ce qui se passe, les gens embarquent. Et ça, peu importe quel sera, puis je veux comme ça, parce que j'aspire encore à ce que certains des projets de loi qui sont sur la table soient modifiés ou retirés. Je suis désolé. Appelez-moi naïf. Mais donc, je ne veux pas encore me projeter ce qu'on aura à faire dans une prochaine. On aura malheureusement à en parler, mais pour l'instant, je pense que la transparence va nous permettre de vaincre beaucoup de choses avec les membres, mais aussi avec ceux avec qui on se mobilise. Merci beaucoup, Éric. Quelques mots pour conclure. Oui. Alors, moi, je vais peut-être parler plus de la question de comment on démocratise les milieux de travail, de la question de la voix collective des travailleurs et des travailleuses et comment ça peut se traduire dans une convention collective où souvent on a tendance à concevoir la convention collective comme essentiellement des droits individuels qu'on négocie collectivement. Et je trouve que ce qui est proprement intéressant de comment je reviens sur la question des piliers de revendication qui ont été mis en place dans cette négo-là, c'est justement de repenser comment le cadre institutionnel doit être pensé pour que dans différentes instances et pour différents enjeux, il faut justement donner la possibilité pour la voix collective des travailleurs et travailleuses d'être amplifiée. Et ça, il faut réfléchir à nos propres structures institutionnelles, à les questionner et à voir c'est quoi. Puis je suis certaine que cette analyse-là a été faite très finement pour voir c'était quoi les zones où il y avait justement une possibilité de changement et de modification pour transformer le contexte institutionnel pour favoriser la voix collective. Puis ça, je pense que souvent, encore une fois, quand on conçoit la démocratisation de nos milieux de travail, quand on pense à la voix collective des travailleurs et travailleuses, on pense à justement l'organisation collective, la mobilisation collective. Il y a des grands moments pour la voix collective, mais ça se vit aussi au quotidien à travers les structures très locales. Et dans un milieu syndiqué, il faut concevoir le niveau très local comme un vecteur de transformation, comme un vecteur de démocratie, de démocratisation des milieux de travail. Mais pour ça, il faut réfléchir à comment on met les moyens de nos ambitions en place. La négo, de mon point de vue, le permet. Et je pense qu'il y a des très beaux exemples de ça qui pourraient être empruntés par d'autres dans le livre. Merci beaucoup, Dalia. Oui. Il y a des éléments dans le livre qui je me demandais à quoi ça me faisait penser. Il y a des bouts, c'était à l'ouvrage d'Éric, sur toute la question de la communication. Puis à d'autres plans, c'était au syndicalisme de combat de Jean-Marc Piot. Entre autres, il y a un paragraphe où il souligne le fait que l'exécutif au niveau local monopolise habituellement l'information et le pouvoir. Il faut diffuser cette information et décentraliser le pouvoir. Puis pour lui, c'était le conseil syndical qui était un des endroits entre l'Assemblée générale, qu'on ne peut pas réunir si souvent, et l'exécutif. Puis je pense que ça, c'est un des moyens. Puis il faudrait, je ne sais pas comment on peut l'imaginer, mais devoir travailler là-dessus dans un autre cadre que celui des syndicats de profs d'université. Je me demande si je ne demanderais pas que la Convention donne du temps pour faire ça, en essayant de convaincre l'employeur que plus le milieu va être solidaire, mieux ça va aller après au niveau du travail, mais en même temps, ça donne du temps syndical. Donc, évidemment pas facile à faire, mais je crois que ça vaudrait la peine d'essayer. Sinon, une des choses que je me disais, puis l'ouvrage va dans ce sens-là, puis plus largement, les luttes très contemporaines, puis face à l'état de désunion, si on veut, de la gauche, du fait du cadre législatif qui est le nôtre. Les syndicats rassemblent toutes les opinions politiques, tout en étant une force de gauche. Puis c'est cette dialectique-là qui est forte, puis je crois que les syndicats doivent la pousser le plus loin possible, puis ne pas hésiter à être un vecteur politique
Puis c'est pour ça qu'il y a la réponse législative actuelle, parce que ça a été trop bien fait dans les derniers moments. Mais donc, il faut donc continuer à pousser le plus loin possible sur ce plan-là, parce que c'est un vecteur d'unification sur une base qui est celle de la gauche. Donc, si on convainc nos collègues de droite de nous appuyer dans les revendications, mais c'est quand même un gain gigantesque sur le plan politique plus large. Merci infiniment pour ces réflexions. Je vais ouvrir la parole au public et vous inviter pour une quinzaine de minutes à poser vos questions aux panélistes. Donc, simplement lever la main et on ne va pas utiliser les micros pour des questions techniques. Donc, juste parler assez fort pour qu'on vous entende. C'est la seule exigence. J'ai une main levée. Silence peut-être. Oui, Maxime. Vous avez abordé dans le livre, mais qui m'apparaît importante de l'intérieur, c'est la question du calendrier, en fait. La manière que les exécutifs ont eu, donc le construire même le calendrier de cette négociation, ce qui était fait sur le cahier des charges, bien sûr, mais pour plus à quel point la grève est un levier important. Je pense que la capacité de placer cet événement-là dans la négociation est extrêmement importante. Sans vouloir un peu dans les détails, vous savez aussi bien que ça peut passer beaucoup là-dessus, mais c'est d'être capable d'assez tôt aborder les enjeux salariaux pour être capable de donner aux membres la possibilité de se retrouver sur chacun des éléments, par exemple, et pas simplement attendre qu'il n'y ait qu'un seul pilier qui soit soulevé à la fois face à l'employeur. Pour de mobiliser tout le monde en même temps, ça veut dire être capable de trouver un angle pour chacune des personnes dans la santé. Je voudrais peut-être vous l'entendre là-dessus parce que pour moi, ça a été. On regarde effectivement, puis c'est un vrai compliment, il y a quelque chose de machiavélique dans la manière dont on a fait les choses. Mais j'aurais voulu vous entendre aussi sur le début de ces décisions-là, parce que ça a joué un rôle absolument crucial dans la capacité qu'on a eue de mobiliser, puis ensuite de mettre de la pression sur l'employeur. Alors, oui, Philippe et Simon, je ne sais pas comment vous souhaitez procéder. Comme à la fin, on a prévu un temps pour vous permettre de réagir. Est-ce que vous souhaitez réagir tout de suite à la question, vous êtes interpellé ou réserver ça à plus tard? On va être flexible. Hein? Ah oui. On peut. Oui. Je vais répondre à la fin, je ne sais pas que ça me donne l'occasion de parler, je vais parler. Les gros enjeux, je peux pas regarder ce que vous avez dit, les doigts sur comment faire pour transposer des éléments, des choses qui étaient faites dans un secteur qui sont tout très local et on n'était pas rattaché au culture. Aucune fédération ne fait la fédération à l'étude, j'ai eu des structures dans la même manière que la CSQ relâche. Alors, les défis, notamment de calendrier, à partir du moment où il faut coaliser plusieurs groupes à l'intérieur de la fédération et de différentes fédérations de frontières. Comment on fait pour aborder ça? Quand la question a été posée sur le calendrier, je dirais que dans le monde du secteur public, notamment dans une grosse organisation, le calendrier, c'est la chose qui doit être la moins contraignante possible. Et c'est un peu contre-intuitif de dire ça, mais on l'a déjà vécu. Là. On a déjà vécu des rondes de négociation avec des calendriers très définis. Et ça, c'est le pire des scénarios parce que on est tellement autour de la table qu'il va toujours avoir des gens qui vont prendre pour acquis que ce calendrier-là doit être celui-là. Et que si on propose de le bouger et de changer les choses complètement et de dire, ben, finalement, au lieu de ça, là, on s'en va ailleurs et au lieu de le faire à tel moment, on le fait à un autre moment, ben là, on en perd des joueurs. Alors, dès le départ, ce qu'on avait dit, c'est il n'y en a pas de calendrier. On ne met pas au jeu, à part ce qui est obligatoire par le Code du travail ou la négociation. Puis le reste, et même quand on s'en est donné un, on l'a changé. Et ça, je fais du pouce sur ce que tu disais, puis c'est ça notre plus grande difficulté. Quand, à la fin de la négociation, en décembre, on était dû pour la grève générale illimitée de notre côté,
Puis là, on est allé voir très rapidement nos instances, puis on le sent pas. On sent qu'il y a quelque chose qui marche pas. Et on a changé pour finalement ce qui est devenu une 3e séquence de grève. C'était quelque chose qui s'est rarement, je le mets comme ça en guillemets, parce que jamais, je ne sais pas, mais qui s'est rarement fait. Donc, je dirais que en lisant ça, en lisant le recueil, c'est là que je dis qu'il y a des limites, parce que ce qui est présenté, c'est quand même, votre idée est excellente. Et vous avez présenté justement les piliers, ça a été dit un à la fois, etc. Mais c'est plus simple de se retourner. À la question, moi j'ai hâte de vous entendre. Comment ça a été le day-to-day? Moi j'ai hâte d'entendre ça, parce que se retourner rapidement, là, la différence est très grande. Et c'est pour cette raison-là que je dis, je pense que la chose à répéter dans un grand mouvement syndical, c'est de laisser place à ces moments-là, à l'agilité. Ça, c'est un terme qu'on ne veut pas utiliser parce que l'employeur, lui, l'utilise de toutes sortes d'autres façons. Mais cette agilité-là est importante, puis c'est ça. Ça m'amène dans une direction que je voulais aborder tantôt en faisant référence à Lénine, là, mais c'est l'analyse que Jean-Marc Piot en a faite. Donc, sur l'idée d'être extrêmement inventif au niveau de la tactique, sans jamais perdre de vue les objectifs stratégiques plus larges. Puis donc, parfois, aller dans une direction qui paraît inverse, mais parce que la situation a vraiment changé, puis demande d'aller dans une autre direction. Ça, je crois que c'est un moyen de peut-être répondre à la question, c'est-à-dire que les éléments tactiques varient selon le contexte. Puis donc, un calendrier universitaire, il est déjà extrêmement rigide au départ, puis gouverne l'ensemble des interactions qu'on peut avoir sur un campus. Donc, c'est sûr que c'est un élément auquel tout syndicat de profs, toute asso étudiante doit penser, parce que c'est la chose à perturber si on veut toucher quelque chose. Alors que dans un autre contexte, c'est pas exactement la même chose. C'est par exemple Noël. Il faut qu'on pense qu'est-ce qui se passe. Noël, puis qu'est-ce que ça peut signifier ou non, ou les vacances d'été, ou d'autres éléments comme ça. Puis là-dessus, c'est un autre élément qui va avec les communications, c'est-à-dire dans l'analyse, les analyses que je lisais, c'est avoir des mots d'ordre, puis des slogans, puis des outils tactiques sur le plan du langage qui sont mobilisateurs, mais qui touchent en même temps quelque chose de très concret, très fort, très solide, que les gens peuvent voir comme incarné dans leur vie, puis que c'est une bonne analyse à la fois concrète et savante de ce qui se passe. C'est la conjonction des deux qui permet justement d'être tacticien inventif, puis d'utiliser la communication pour aller rejoindre les gens plus globalement. Puis, et le Front commun et le SPUL l'avaient bien utilisé, chacun à sa manière, avec des mimes, par exemple, dans le cas du SPUL. Ça aussi, c'était pour moi quelque chose de nouveau, là. C'était pas si fréquent non plus. Surtout les syndicats de profs d'université qui ont peur d'avoir l'air ridicule devant leurs collègues émérites, alors que dans le Front commun, c'était d'autres outils. Là, je pense que c'est un des éléments que je donnerais comme réponse d'articulation de ce qui s'est passé là concrètement, puis ce que dans d'autres contextes peut éventuellement faire. Merci beaucoup, Dalia. Est-ce que tu voulais... Rapidement, moi, le bout, je l'ai retrouvé là, sur les conditions du pacte avec les membres. Moi, c'est ce bout-là, puis c'est vrai que c'est très intéressant. Moi, encore une fois, là, je ne suis peut-être pas fondée sur le livre, mais sur mes impressions du contrat de travail en tant que prof dans une autre institution. Il y a toute la question. Ce qui est intéressant, c'est que oui, le Code du travail cadre assez de façon assez rigide au Québec les moments où on peut faire la grève. Mais malgré ça, il y a des interstices d'opportunités qui sont posés par le droit dans les stratégies qu'on va déployer. Puis il me semble que c'est un modèle vraiment assez exemplaire, ce qui a été fait là, qui est rapporté aux pages 202 et suivantes du livre. Et là, ce qui explique dans le livre, c'est qu'on y aurait pu choisir la grève ponctuelle de courte durée, ce qu'on appelle la grève perlée ou la grève tournante, ou une grève continue, ce qu'on appelle une GG, une grève générale limitée. Puis là, c'est à quels arbitrages on a procédé pour faire un choix plutôt qu'un autre.
Et justement, cette idée de faire la grève 2 semaines, de revenir pendant la semaine de lecture et après ça, de poursuivre, moi, ce que je serais intéressée de vous entendre, à mon avis, ça aussi, sur le plan de comment on écoute nos membres, ça permet de garder les gens fédérés. Parce que peut-être que du monde en GGI, les gens qui gèrent des animaux dans un labo, parce que oui, les profs d'université, c'est assez homogène comme groupe en termes de ce qu'on fait comme occupation, mais les réalités socio-professionnelles peuvent varier de façon importante quand même. Mais là, ça, pour moi, c'est un bon exemple de ça. C'est probablement un outil qui a été utilisé pour dire bien, on continue à rester à l'écoute des besoins de nos membres pour garder les gens mobilisés, on va le dire comme ça, et on fait des choix de modalités d'exercice de la grève en fonction de ça. Mais ça, c'est hyper intéressant aussi, ça revient à la question de l'agilité. On l'a eu ce mot-là, mais je veux dire, c'est ça pareil, c'est une question d'agilité et d'écoute de notre membership et de saisir les opportunités posées dans un contexte juridique assez formaté. Ça, je trouve qu'il y a des exemples de ça là-dedans qui permettent de comprendre comment rester à l'écoute et les choix qu'on fait en fonction de ce qu'on entend de notre base. En attendant que des questions émergent, j'ai envie de réagir sur le dernier propos de Dalia parce que je crois que ça va faire le lien et avec la question de Maxime et avec ce qui a été dit par les autres. Il y a quelque chose qui est dit clairement dans le livre, une volonté de déboulonner l'idée que en matière syndicale, il faut avoir fait pour savoir faire. Et puis, ça a été central donc, dans toute la stratégie d'implication des membres, de mobilisation, pas seulement pour les chers membres de l'exécutif, et d'ailleurs on salue Madeleine qui n'est pas là, mais qui est abondamment mentionnée dans l'ouvrage parce que c'était vraiment les trois mousquetaires. Et donc cette idée-là a été en fait déconstruite par les principaux protagonistes à l'exécutif, mais également par le comité de grève, multiplication de membres qui n'avaient jamais fait ni de grève, ni d'action syndicale. Et là, Dalia, tu nous dis, en fait, écouter les membres pour en fait penser le calendrier, penser la grève, les activités, etc. J'aimerais un peu vous entendre aussi sur ça et en lien avec c'est l'idée de démocratie, en fait. Quelle place les membres ont quand ils n'ont jamais fait, ils ne sont pas des professionnels. Puis là, évidemment, je regarde aussi Eric, qui ne sont pas des pros, qui ne connaissent pas toute la littérature. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Dans l'ordre que vous voulez, là. Je commence toujours, puis je prends toujours trop de temps, donc vas-y. OK, une des choses en parlant d'information et de transparence, il y a des fois où il faut expliquer des choses aux membres, c'est-à-dire, je pense que c'est dans toute organisation que c'est le cas, le syndicalisme n'est pas si connu, puis il y a plein d'éléments que les gens souhaitent pas devoir y réfléchir tant que ça. Dans les cas de mobilisation qui mènent à une négociation ou pendant la négociation, et encore plus pendant la grève, il faut pouvoir expliquer, par exemple, toute la question de la stratégie. Je me souviens de l'Assemblée générale où les gens disaient « C'est quoi votre stratégie? Qu'est-ce que vous allez laisser tomber? » On disait « Mais si on dit qu'on va le laisser tomber, c'est fini, on ne peut plus négocier avec, on ne peut pas vous répondre à cette question. » Puis donc, il fallait expliquer un peu des éléments de qu'est-ce que c'est à la table de négociation, puis ça varie à chaque fois selon c'est qui est en face. Puis tant qu'on n'aura pas fait une série de rondes de négociation, on ne sait pas exactement comment ça va aller exactement. Est-ce que c'est à chaque fois du cas par cas, c'est-à-dire qu'il faut laisser aller quelque chose pour avoir quelque chose, puis c'est pas la même négociation que quelque chose de plus synthétique, si on veut. Donc, pour ça, il y a une nécessité d'avoir un aspect pédagogique qui ne soit pas surplombant. Puis ça, c'est difficile, puis de ce que je dégage de l'expérience syndicale qui était là, c'était le cas auparavant d'être pris de haut comme simple membre en disant « Tu comprends pas, là. Nous, on l'a fait la chose, puis ça, c'est pas possible. » Ça, c'est à éviter à tout prix, effectivement, parce que ça crée un rapport hiérarchique. Alors que là, il faut plutôt faire en sorte que toute personne puisse être interpellée à occuper la fonction de présidence, de vice-présidence, d'être sur le comité de MOP. Il faut qu'on soit le plus de personnes possible pour qu'on s'échange ces rôles-là et qu'on aille tous dans la même direction. Et ça, c'est la difficulté de la démocratisation que c'est à faire régulièrement parce que les gens n'ont pas de temps, ils sont pressés, et ainsi de suite. Puis, il faut créer des espaces pour le faire, mais quand ça fonctionne, les gens en ressortent heureux.
ils sont contents d'avoir pu mettre un peu de temps, ils se sentent impliqués, ils se sentent concernés par la mobilisation, puis pas jugés ou renvoyés parce qu'il y a des gens qui sont plus stratèges, puis qui ont des secrets de leur côté. Puis des fois, ils sont un peu trop contents de parler au boss. Donc, ça, c'est à éviter. Je peux comprendre, il y a des fois, on dit « Oh, je suis en train de négocier avec le recteur. Mon Dieu, c'est intéressant. » Mais ça, c'est la chose qu'il faut surtout enlever de sa tête le plus tôt possible parce que on embarque dans le jeu. Puis la volonté d'être chummy-chummy, ils comprennent très bien de l'autre côté que c'est un de leurs outils aussi, une de leurs armes. Puis ça, je crois que malheureusement, dans le mouvement syndical, il y a eu des fois où les syndicalistes se sont fait avoir sur ce plan-là. Je peux peut-être ajouter, je vais faire du pouce sur ce qui vient d'être dit. Oui, ça, c'est toujours un danger. Si on l'a vécu, c'est pas le recteur, c'est le gouvernement, c'est le premier ministre, c'est la présidence du Conseil du Trésor. Puis, il faut quand même que tu replaces les affaires aux bonnes places quand le 24 décembre, tu es en train de négocier. Puis, tu te dis, là, comment je fais ça? Puis l'idée d'un pas de recul pour te dire, non, finalement, on va attendre, puis on va... Plutôt que... Parce que tout indique que c'est le temps de... Fait que ça, je le vois pour faire attention avec ça. Mais moi, j'aimerais deux éléments. Je comprends l'idée de faire participer le plus de gens possible, etc., puis de ne pas être hiérarchique, du genre, on l'a déjà fait. Bon. Mais dans d'autres secteurs, notamment dans le secteur public, c'est hyper réglementé. Ce qui fait que tu es malheureusement toujours en train de dire ça. Parce qu'en Assemblée générale, tu présentes un plan d'action avec 2-3 éléments dedans, et là, plein de monde va au micro dire « Mais pourquoi ne faisons-nous pas telle ou telle chose? » Et tu es obligé de leur dire « Malheureusement, il y a eu une décision de la Cour sur ça. Malheureusement, il y a eu une décision. Malheureusement, maintenant, tu ne peux plus. » Et ça, oui, tu vas faire participer le plus de personnes. Même chose pour la stratégie. Mais en même temps, ça, c'est le deuxième élément, il y a tellement de bruit environnant. Il y a tellement d'interférences que là, je vais vous donner juste un exemple, puis je vais laisser parler après ça mes collègues, mais au début, lorsqu'on est allé avec nos votes de grève, on faisait les 4 organisations du Front commun, une séquence de grève en Assemblée générale sur 4 semaines. Et là, les résultats sortaient très forts. Et là, tout le monde était encouragé. Et là, ça nous disait, wow, c'est encourageant les résultats des autres. Wow, c'est motivant. Puis là, les gens, ils se renvoyaient la balle. Nous à 97, nous à 98%, qui va aller le chercher à 100%. Et là, tout était là dans les médias sociaux et tout se partageait. Les mêmes membres, lors de l'adoption de la convention collective, nous ont dit, alors que les résultats sortaient au fur et à mesure, nous disons, non, là, vous essayez de nous convaincre de l'adopter parce que l'autre l'a passé. Et là, maintenant, attention, on devrait toutes les sortir en même temps. Alors, on voit comment l'interférence, puis ça, c'est à cause de l'interférence médiatique, parce qu'il y avait un syndicat qui, lui, a eu des questionnements, et là, maintenant, ça a été l'ensemble du Québec qui se questionnait, alors que ce n'était pas le cas du tout. Quand on regarde les résultats après, on a vu l'interférence. Alors, c'est ça le plus gros problème avec de grosses organisations, c'est que tu veux faire participer le plus possible les membres, mais ça a ses limites quand tu as une grande organisation. Au niveau local, il y a du travail qui peut se faire. Il faut qu'il se fasse au niveau local. Puis ça, c'est là qu'arrive la transparence. Parce que si tu veux faire embarquer ton monde, tu le fais au niveau local. Mais au niveau des grandes organisations, le bruit ambiant, puis à l'ère des médias sociaux, qui était la deuxième négo là, avec beaucoup de médias sociaux, vraiment à proprement parler, on a vu les limites de tout ça. Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas une spécialiste des stratégies de négo et tout ça, mais moi, ce qui est ressorti fortement dans le livre, je trouve qui est important, c'est la question du niveau local. Ce qui semble avoir été fait ici à l'Université Laval par l'exécutif, c'est d'aller chercher les expertises là où ils se trouvaient, mais pas dans une perspective d'élite éclairée. Pas dans une perspective de ça, c'est l'élite éclairée qui va tout décider parce que c'est des gens vraiment qui ont une expérience, qui ont fait des coms, mais plus comme qui a le goût de faire ça, puis qui a un petit peu à offrir pour le collectif. Puis
Puis ça, je pense que localement, dans n'importe... mais pour moi, ça s'est passé dans le secteur public aussi lors de la dernière grand conflit de travail, mais c'est que localement, tu as peut-être quelqu'un qui a une petite volonté à développer des stratégies sur les réseaux sociaux de mimes ou de tout ça, mais c'est pas ça sa job dans la vie, puis c'est pas ça qu'elle fait, mais on va chercher aussi les intérêts qui sont parfois pas complètement alignés sur la trajectoire professionnelle formelle, mais ça exige aussi une écoute importante de ta base. Mais ça, je trouve que c'est ressorti fortement dans le livre. Puis peut-être l'autre petit élément, puis ça revient à ce que Jane McAlevey dit en termes de comment on l'a fait, comment on l'a créé la relève. Bien, c'est justement en cessant de positionner la nécessité d'avoir des expertises ou de l'expérience qui, ça, intimide tout le monde qui en a vu et se détourne du mouvement syndical. Puis ça, je pense que c'est quelque chose parce que l'exécutif était relativement inexpérimenté ou, formellement, dans la chose syndicale, bien là, on a pu vraiment venir justement en faire un cas d'école en termes de, voyez, mais encore une fois, avec le petit caveat, que là, on est dans un syndicat, dans une enceinte assez classique sur le plan de la négociation collective, une unité, et on n'a pas une structure, on n'a pas à faire face à quelque chose d'aussi complexe qu'on peut voir, par exemple, dans le secteur public, mais que malgré tout, pour moi, dans le secteur public, il s'en est fait des choses localement. On se rappellera de comment les profs se mobilisaient devant des écoles en faisant... Et ça a participé aussi à créer un pont avec la population générale et qui est fondamental présentement, de mon point de vue, pour maintenir la mobilisation collective. Voilà, j'arrête. C'est vrai. Merci infiniment à nos panélistes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions brûlantes de la salle. Et comme on est arrivé au terme des 15 minutes allouées pour ce segment-là, je vais inviter Louis-Philippe Lampron et Simon Vivier à nous offrir leur réflexion de clôture. Voilà. Bon, merci beaucoup, Michel, Daniel, Eric, pour vos réflexions. Effectivement, on était content de pouvoir connecter, de faire on essaie de mettre tout à fait dans ce livre-là. Il y avait beaucoup à dire. Je me rends compte d'abord de réagir sur ce que tu dis, à la toute fin, puis qui fait aussi écho à ce qui est dit en termes de participation. En fait, un des principes que nous avons gouvernés sans le c'est la question de l'énergie, à laquelle tu fais référence, Dalia. Puis, et en ce sens-là, sur la question de l'agilité, ça a été ça aussi. C'est-à-dire que le niveau évoquait le comité de grève, pour donner un exemple très concret. Historiquement, au SRUL, les comités avaient été une décision qui avait été prise traditionnellement, c'était de construire des choses que je faisais, mais c'était de fonctionner le plus possible par la représentativité des différentes disciplines, secteurs, etc. Donc, quand on crée un comité, vous pensez la représentation de chacun des secteurs. C'est un choix, puis il y a des avantages à ça. Nous, c'est on va travailler avec des gens avec qui on a envie de travailler. Qui ont une énergie qu'on trouve intéressante. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas travaillé avec nous, qu'on a envie de travailler avec eux. Mais d'abord, les clients, c'était ça. Les gens qui avaient envie d'abord de s'engager, de donner de l'énergie. Un peu, j'ai trouvé la formule d'aller pas complètement alignée nécessairement sur l'expertise. Oui, certes, on avait un collègue qui était propre en com, mais ce qui amenait en comité de grève, ce n'était pas nécessairement au niveau des coms. C'était sur plein d'autres éléments. Aussi sur le niveau des cas, des fois, il disait quelque chose, quelqu'un d'autre le remettait. Donc, on n'est pas certain que c'est cette idée-là. Mais d'abord, c'est la question de l'énergie. L'énergie, je pense, en écrivant le livre, je me disais, il y a vraiment quelque chose à penser pour le syndicalisme par rapport au rapport à l'énergie. Moi, je dis que c'est dans les temps de penser à quelque chose. Mais comment on va chercher les personnes? Comment on leur donne envie de s'investir? Ça, c'est un premier critère, mais ça nous permettait d'agiter dans la question. En sorte que quand on avait une nouvelle qui nous revenait du comité de négo, on peut réunir le comité de grève en pas longtemps, puis c'est pas nécessaire que tout le monde soit là. Mais on est plusieurs à réfléchir, qu'est-ce qu'on fait devant cette nouvelle? Et là, ça nous permettait d'agiter qui est absolument impossible avec une négociation dans le cadre de cette mais clairement, je souligne d'ailleurs que l'agilité, c'était une valeur forte de notre crise. Ça, c'est quand même amusant de pouvoir dire qu'on était très agile.
Comme un collègue en génie mécanique, c'est la première chose que c'est vraiment agile. Donc, vous êtes très content pour faire un que c'est vraiment que la question de l'énergie est fondamentale. En fait, sur le calendrier, finalement, il y a le calendrier qu'on expose à savoir le moment où on pouvait acquérir le droit de grève. Donc, je ne sais pas si c'est complètement réfléchi à la base de ce comité de négo d'avant, mais les dates se plaçaient plus. C'est-à-dire que on avait l'obligation de commencer à négocier de part et le dépôt des cahiers des charges au 1er septembre. Ça donnait qu'au mois plus tard, c'était le 1er décembre, et on pouvait acquérir le droit de grève. À ce moment-là, déjà, il y a des choses dans le calendrier d'office qui étaient placées. Après ça, il fallait juste allier les choses avec le calendrier de septembre. Là, il n'y a pas été, comment dire, si compliqué à avancer, mais on est payé là. Puis, donc, sur cet aspect-là du calendrier, c'est cet élément-là. Après ça, sur la question de la stratégie, c'est certain qu'on être le plus possible à l'écoute de nos membres et de manière la plus agile possible. Je donne un autre exemple, parce que je laisse la parole de plus, mais durant la grève à proprement parler, on a mobilisé notre conseil syndical de manière agile. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, là, les statuts, ça sert à la démocratie dans notre organisation, mais là, peut-être qu'on peut faire une discussion, puis trouver une manière de contourner la convocation habituelle, puis s'organiser pour respecter l'esprit d'aller consulter le conseil syndical. Mais organiser une rencontre dans l'espace de 24 heures par Zoom, on l'a fait pour réfléchir des éléments stratégiques avec le conseil syndical. C'est un autre élément, je pense qu'à un moment donné, on s'est beaucoup aussi dans notre mandat que les procédures, les règles fallait au service de ce que l'on fait, et pas s'engager dans les règles qui sont inutiles, ou trouver des manières de les contourner pour atteindre le Quoi rajouter? Merci, hein, je pense que vraiment, moi aussi j'ai pris une tonne de temps, alors je ne peux pas réagir là sur tout, mais grosso modo, s'il y avait des choses à réagir qui ont été interpellées sur le fait que on va essayer de sortir de l'idée sur laquelle rapidement que les soucis syndicaux soient professionnalisés, une formation de faire dans le point de faire absolument avoir fait. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été très fort qui nous a porté dans la manière qu'on veut composer le réalité. Il y a vraiment le top-down, en fait. Vraiment, il y aller en contact avec le base, s'assurer de les équipes, de structurer quelque chose dans lesquels, si nous, on était à la place de nos membres, on aurait anticipé. On a vraiment réfléchi, et l'autre, on a pas les gauches de la cuisine, on a encore. Ça, c'est valable dans la manière qu'on avait de réfléchir à nos rencontres. Grosso modo, on ne voulait pas perdre le temps de rencontre, que ce soit significatif. On voulait autant que faire se peut que ce soit le fun. Pour tout, le fun que ça faisait de rencontre cette carte, en disant, il y a moyen de ramasser ça, on a la responsabilité dans la réalisation de l'enjeu. Puis des problèmes, en fait, auxquels on allait proposer des solutions, on a vraiment pensé notre truc. Je dirais qu'il y a quand même il y a un équilibre à trouver entre lutter contre sa propre bureaucratisation. Il y a toujours la part qui peut aider toute institution, qu'elle soit grande ou petite, dans un conflit. On a à gérer des normes, on a à gérer il y a une compétence qui est nécessaire, en fait, une responsabilité de bien servir, de bien protéger les droits de l'homme. Alors, c'est normal qu'il y ait, c'est même souhaitable qu'il y ait une permanence, qu'il y ait des gens qui savent faire, on a nos bureaux d'avocats, etc. Et de s'enfermer dans cette bureaucratisation-là pour rejeter en fait des critiques qui peuvent, par ailleurs, tout à fait propulser cette travail. Donc, j'entends bien les difficultés, parce qu'on était aussi riche de vous entendre, mais grosso modo, si on remonte à la raison pour laquelle on a décidé de faire le saut avec ni moi, ni Simon, ni Madeleine, on avait un exécutif, on avait une expérience dans un exécutif sénégal, mais on était investis dans c'est quoi une université, puis on avait une vision de l'université clairement, on avait l'impression que cette vision-là, elle était parfaite. Mais cette vision-là, il y avait un sentiment d'impuissance qu'on s'en plus généralisé, en fait, face à la transformation de l'université. Et c'est la même chose qu'on sent dans beaucoup d'institutions, dans les hôpitaux, les santé privée, le projet de loi 89, le projet de loi 94, qui se rajoute au projet de loi 23, etc., dans le système de l'éducation. On a l'impression vraiment qu'il y a
une déconnexion de celles et ceux qui pensent des institutions de service public avec la base de celles et ceux qui portent le pouvoir, et qu'il faut qu'on trouve une manière de corriger ça. Manifestement, je suis resté dans la aussi, et aussi, on va, en parlementaire, on fait le travail, on essaye de parler aux législateurs, puis on va être volontairement optimiste, en fait, on ne pas avoir l'impression qu'on parle dans le désert. Et manifestement, cette tendance-là, elle ne se corrige pas en fait, face aux législateurs. Et donc, avec ce qui se passe au sud de la frontière, il nous semble que la collégialité, au sens comme un vecteur de démocratisation des relations de travail, pour nous, pour qu'on parle véritablement de démocratisation des relations de travail, il ne faut pas que ce soit simplement une obligation faite aux décideurs de de consulter. Parce que la consultation, là, si elle n'a pas de prise contraignante, on peut après ça dire c'est formidable. On va consulter tout le monde, puis ensuite, on fait exactement ce qu'on peut faire avant d'avoir consulté. Donc, il faut que ce soit vraiment en lien avec le droit additionnel. Et c'est là où on a vraiment travaillé, en fait, à l'université. On avait l'avantage pour un petit de la collégialité, quand on rentre à l'université de l'Europe, c'est comme ça que l'université a été définie. En principe, c'est la communauté. Le recteur, ben, c'est quelqu'un, c'est un leader temporaire qui est censé redevenir propre au terme de son mandat. Évidemment, depuis les dernières décennies, c'est absolument pas ça qui est en train de se passer. Quand tu deviens administrateur, tu vois qu'est-ce qui se passe quand on devient administrateur, mais bon, on peut plutôt redevenir propre après. Donc, après ça, on est vraiment en éloignement et on a la même déconnexion entre la tête et la main. Alors, nous, l'espoir qu'on a avec tous les défis qui viennent avec, c'est de transposer collégialité et pour sortir la participation démocratique et démocratisation des relations de travail. On pense que le syndicalisme et la convention collective peut être un vecteur d'inflexion de la pratique. Donc, c'est le défi qu'on est pris là-dedans, mais c'est le nouveau défi dans faire opérationnaliser les gains normatifs qu'on a dans notre convention collective, dans les services de l'environnement. Il y a quand même des crises inquiétantes, juridiques, tellement côté juridique, avec des interstices d'opportunités qui viennent avec une loi qui se referme de plus en plus. Le projet de loi 89, ça va être un défi vraiment très grand pour lequel on va être confronté si on ne fait pas dans les actes de choses. Parce qu'on va toutes et tous avoir des démocrates en fait, avec cette espèce de donc, c'est des services essentiels qui ne s'appellent pas des services essentiels, mais qui vont permettre au ministre du Travail, que ce genre de ou un autre, de dire, bon, ben, ici, c'est assez des enfants, et donc la grève, on l'interrompt, en fait, parce que la population est trop super, en fait. Donc, dans ce contexte-là, il nous semble, je ne sais pas si j'ai le droit, c'est ça qu'on a fait là, mais c'est quelque chose qui se peut de servir dans les institutions de service public à l'extérieur de l'université. La convention collective pour aller vers une forme progressive de co-gestion. La co-gestion, ça fait peur. On parlait de Lénine tantôt, on a l'impression qu'il faut absolument que ce soit les travailleurs qui décident de tout. Alors que ce n'est pas de ça qu'on fait question. On parle vraiment de quoi la mission d'intérêt public des institutions de service public, en quoi est-ce que les décideurs ne doivent pas être contraints, s'ils ne le sont pas par le législateur, mais pourquoi ils ne le seraient pas en participant à la convention collective? Il y aurait un double effet de protéger les institutions de service public, s'assurer qu'elles demeurent capables de rendre des services à la population. Et en plus, valoriser les politiques des membres de première ligne, en fait, puis s'assurer que l'allocation des ressources, ça répond aux besoins de la base, plutôt que rajouter des couches de cadre intermédiaire à l'infini, puis faire en sorte de la base, on n'a pas de ressources pour les services. Ben, Louis-Philippe, tu proposais d'interpeller. Il nous reste 10 minutes, donc moi, je propose de vous renvoyer peut-être une dernière fois la balle pour réagir à l'interpellation de Louis-Philippe. C'est une question à partir de cette base-là que j'enverrai à Éric. Tout le monde me questionne. Oui. Comment dire? Dans les dernières négos, ils étaient pris avec l'idée qu'ils ne pouvaient plus lancer une loi spéciale à tout le monde, n'importe quand. On a l'impression que là, ils l'ont réécrit différemment, la loi spéciale. Puis que, donc, on revient à une réflexion qui était là auparavant, c'est-à-dire à quel moment on ne respecte pas la loi spéciale. Puis à quel moment les syndicats vont dire nous, on va aller contester ça jusqu'en haut, mais on va défier. Puis on va faire une grève sociale. Donc, puis là, avec tout ce que ça implique, parce que je me souviens à un moment où
on avait osé suggérer aux collègues de faire une journée de grève alors que notre convention était là pour l'environnement. Puis là, les gens disaient, mais illégal? Puis on disait, non, non, grève sociale. Donc, on s'obstinait sur les mots. Mais donc, dès que le mot illégal surgit, ça oriente un peu la discussion de façon pas toujours à l'avantage des syndicats, on peut le dire. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va aller dans le sens de revenir vers ça? Je vais parler du secteur public, là, puis c'est là-dessus que tu m'as interpellé. Deux choses. Je vais répondre à celle-là, puis quand même bondir sur ce que tu me disais. Moi, je pense que cette collégialité-là est la réponse à donner. Mm-hmm. Mais dans une grande structure qui a démontré quand même toute son importance dans la mesure où on a réussi à faire tout ça parce que nous étions 4 organisations. Mais ce faisant, 400 000 travailleuses, travailleurs, ben là, on vient à ce moment-là grossir et le besoin d'agilité devient encore plus difficile. Mais est-ce qu'on peut utiliser la convention collective et créer cet endroit-là, justement, de discussion? Mais ça, c'est, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est une révolution qui est demandée. Et je pense que malheureusement, il va falloir un autre gouvernement de façon très transparente parce que tout ce qui nous est proposé pour l'instant, c'est l'inverse. Moi là, au-delà des conventions collectives, j'ai des orientations de congrès à la CSQ qui parlent de dialogue social, qui parlent d'interpeller tous les secteurs de la communauté, du secteur civil, peu importe, de la société civile, peu importe, pour participer à ces réflexions-là, puis pour créer des espaces où justement où on dit, au-delà de la convention collective, on parle de la convention collective, mais on ne veut pas co-gérer, on veut dialoguer, on veut utiliser ce terme-là, mais ça reste que c'est ça, mettre les employeurs et dire, hey, on va gérer ça ensemble. On va prendre une question, comme ça se fait habituellement dans le dialogue social, on va mettre les parties patronales, gouvernementales, syndicales au milieu, puis on va proposer des choses. Ça, c'est ce qu'on souhaite. On le souhaite. Puis, donc, je te réponds, oui, c'est souhaitable. Maintenant, est-ce qu'on pense que c'est possible aujourd'hui alors que ce qu'on nous propose, c'est complètement l'inverse à chaque fois? C'est de décentraliser, c'est plutôt de centraliser, pardon, d'en ajouter, de se créer justement des possibilités de tirer des ficelles tout seul comme ministre. C'est incroyable maintenant ce qui est là avec, que ce soit en éducation, en enseignement supérieur, en petite enfance, ils décident tout en santé. Maintenant, puis en plus, en santé, il s'est ajouté le fait que quand c'est pas le fun, il dit que c'est pas lui. Fait que c'est la meilleure chose. Sinon, tu règles tout. Mais puis je vais terminer, j'ai vu des mains se lever, puis je ne veux pas. Dernière chose, ce que tu me posais en lien avec, et là, je suis en train de le perdre. La loi spéciale. La loi spéciale. Dans le secteur public, puis 89, il y a une partie qui ne s'applique pas. Dans 89, c'est juste donc la partie des services minimums qui va s'appliquer. Ça va être quoi? Il va falloir le tester. Là, je ne suis même pas sur la contestation juridique et tout, où il y en aura. Mais la question, parce que, tu sais, j'ai des infirmières qui vivent avec des services pas minimales, mais dans ce type des services essentiels. Ils mènent des négos quand même, peuvent faire la grève quand même, pour ne pas minimiser mes collègues infirmières, toute la mobilisation qu'ils peuvent faire. Maintenant, est-ce que ça va se traduire? C'est pas une loi spéciale. Dans le secteur privé, là, je mettrais quand même des bémols parce que c'est la possibilité de faire des lois spéciales assez facilement. Mais dans le public, il faudra voir. Mais je pense que ce qui est là, avec le projet de loi 100, qui vient aussi changer les règles du jeu, on va se présenter dans une prochaine ronde où il va falloir réfléchir à notre stratégie. Et là, il n'y aura personne qui va réellement être ceux qui connaissent, parce que la stratégie va devoir être construite d'une nouvelle façon avec ce qui est sur la table. J'aurais tant de choses à dire, mais j'arrête. Dalia, est-ce que tu permets, c'est ça, Oui, oui. je vais prendre la question et puis comme ça, je te donne la parole. Oui. Moi, je suis au centre des professeurs du Cégep de la rue depuis 7 ans. Et avec ces 7 ans-là, j'ai dépassé mon mandat de 12 ans déjà. Donc, on a des mandats assez relativement limités, ce qui est une bonne chose, je pense, parce que ça implique un renouveau syndical, ce qui
sais que quand on s'embarque dans ça, évidemment, c'est heureusement qu'il ne faut pas avoir fait nos parts parce que ça se fait de façon un peu organique. On a eu une grève en pandémie là, dans ma première expérience en grande pandémie de la mobilisation évidemment difficile. Ensuite, on a vécu une conférence extrêmement bientôt de mobilisation historique. Et là, je me questionne, c'est gentil, puis je m'en fais c'est la fin de mon moment. On a un peu de mode de participation en général, évidemment, c'est la nouveau retombe un peu. Je trouvais ça intéressant de réfléchir à nos structures, au collégial, le conseil syndical ne n'existe pas, mais espérait moyen de faire des choses différentes pour essayer de ça. Mais on a mis en place un projet dans le langage technologique de mon enseignant sur la longueur de la tâche, parce que dans la négociation, ça se très fort quand on a voté sur notre ensemble de principes que sur la tâche enseignante, sur la longueur de la tâche, on est revenu dans le gain, finalement. Puis on va peut-être une façon de bien mobiliser les membres de notre projet local. Éliminer la longueur, on parle de culture, les postes sont super contents, on s'interroge là-dessus, mais de toujours ce réflexion de dire, merci parce que vous êtes, on nous fait confiance, puis ils nous renvoient ça, puis on incite les mobilisants à ça, puis pourquoi ben, non, mais c'est vraiment super, J'aime le geste. J'ai regardé la mobilisation active chez nos membres, donc moi j'étais vraiment appelée les jours complètement isolée, mais de me dire, on fait pas mal de choses là-dedans. Je n'avais pas aussi conscientisé théorisé, mais au niveau de communication, on fait bien les choses pas mal, puis on a quand même de la difficulté. Puis ça nous ramène à la longueur de la tâche. On a souvent tendance ici à dire aux collègues qui nous disent hey, je suis désolée, je n'ai pas pu à la zone générale. Ben, on se rend dans mon style, on les exclut. Puis évidemment, on sait, on était là il y a pas très longtemps, on ne leur fait pas porter cette responsabilité-là, il ne faut pas non plus, mais en faisant ça, on vient de ben, c'est beau, on va s'en occuper à 11 personnes, on va voter tout ça ensemble. Je trouve que l'équilibre est vraiment difficile entre les responsabilités davantage, en même temps, leur faire comprendre tout ce soit-là. J'essaie de ramasser ça, tous les petits points qui sont venus durant la présentation, à la tête collégialité. Parce que beaucoup de professeurs dans notre enquête sur la longueur de la tâche nous disent mais les actualisations de programme, c'est vraiment très lourd, on rentre des heures, on les heures avec les choses aux compétences du ministère. Puis il voudrait que quelqu'un d'autre s'en occupe plus. Mais c'est notre pouvoir sur les parents d'études qui ça vient de décentralisation dans cette localisation qui vient des années 90, mais qui est venu sur la ressource. Et qui se fait un peu trop gros, mais maintenant, ça fait partie des tâches de même la tâche enseignante, fait que tout est dans tout, là, évidemment, la longueur de tâche fait qu'ils ne peuvent pas participer à nos attendues, qui fait qu'ils chargent contre le besoin le seul élément de pouvoir, d'autonomie professionnelle pour avoir un impact sur l'institution. Mais même ça, les cours sont capables de prendre. Donc, c'est vraiment difficile pour les études de se positionner sur notre rôle, on ne peut pas prêter du fond encore plus de mon propre. On ne veut pas faire de la comptable non plus, on ne veut pas déjà traiter. Et c'est un peu partout, mais cette aspect-là de collégialité, moi, je trouve ça difficile de dire aux profs non, on ne peut plus. C'est l'autonomie professionnelle, attention. Oui, mais c'est vraiment très long. Oui, je sais. Mais en fait, on est quand même à se positionner là-dessus, puis à convaincre l'idée que c'est un espace important à protéger. On peut se dire, mais pour les pratiques, Merci infiniment. Oh, Simon, tu voulais réagir on peut prendre. Il est 14h, c'est qu'on est arrivé au terme, mais peut-être que tu voulais. Rapidement, c'est une question qu'on se pose, qu'on s'est posée, qu'on continue de poser.
continuer de s'opposer. Moi, je pense que Julie Lemay d'aller comme pour négocier les conditions. Et donc, nos conditions pour négocier les conditions. L'idée que, dans le fond, on puisse s'intégrer en même la tâche. Nous, on l'a dans le fond. La participation, comme on a les trois grandes fonctions professionnelles, il y en a qui sont participants. Est-ce qu'on a assez de temps dans notre convention pour faire respecter le temps qu'on met là-dessus? Il y a la question, à mon avis, normative dans la convention. Il y a aussi la représentation que les collègues selon eux-mêmes de ce que c'est être professeur ou enseignant. Et là, en gros, il y a des situations notamment pour toutes les nouvelles générations. Il y a des soldations pour comme mon ami Marcelo, historisation. Nous, on est là-dedans, on baigne là-dedans, on sait historiquement sur un mode de gouvernance qui structure l'université, puis le collégial, la même chose. Les nouveaux collègues qui arrivent ne sont pas nécessairement conscients de ça. Je pense que je pense que ça gère, on va avoir des gestionnaires professionnels, formés en management, où là, moi, je pourrais finalement faire mon boulot dans la recherche. On a en quelque sorte à se faire pour faire revenir la pertinence. Dans notre représentation de notre propre travail, on a à intégrer ce travail. Quelle superbe conclusion. Merci infiniment pour ces réflexions. Merci à vous et surtout merci à nos panélistes. Je pense que une petite main d'applaudissement ne sera pas de trop. Vous êtes libres. Merci.